Saviez-vous qu'un homme a remporté plus de 60 duels à mort sans jamais perdre une seule fois? Son nom était Miyamoto Musashi. Au Japon féodal, les guerriers tremblaient avant même de le rencontrer. Sa réputation les avait déjà vaincus. Mais Musashi n'était pas seulement fort, il était stratège. Avant chaque duel, il étudiait le terrain comme un général prépare une bataille. Il observait son adversaire. Il cherchait la faille invisible. Et parfois, il arrivait volontairement en retard. Pas par négligence, par calcul. Il savait que l'attente brise les nerfs les plus solides. Lors de son duel le plus célèbre contre Sasaki Kojiro, maître reconnu de tout le Japon, Musashi se présenta avec 1 heure de retard. Il tenait une rame taillée grossièrement en bois. Kojiro, humilié et furieux, avait déjà perdu. Musashi le tua en quelques secondes. Il écrivit plus tard ses enseignements dans un livre intitulé « Le livre des 5 anneaux ». Aujourd'hui encore, des militaires, des dirigeants et des entrepreneurs l'étudient. Musashi n'avait pas seulement appris à se battre, il avait appris à gagner avant que le combat commence. Tu connais le nom de l'homme qui a sauvé le monde? Presque personne ne le connaît. Nous sommes en octobre 1962. La crise des missiles de Cuba est à son pic. Un sous-marin soviétique, le B-59, navigue en silence sous l'Atlantique. Les Américains le traquent et larguent des grenades sous-marines pour le forcer à remonter. À l'intérieur, la chaleur dépasse 50 degrés. Les hommes s'évanouissent. Les communications sont coupées depuis des jours. Le commandant croit que la guerre nucléaire a déjà commencé. Il veut lancer une torpille nucléaire. Sur ce sous-marin, une telle décision nécessite l'accord de 3 officiers. 2 disent oui, un seul dit non. Vassili Arkhipov refuse. Il reste calme. Il tient bon. Sans son refus, une torpille nucléaire explose en plein Atlantique. Les États-Unis ripostent, l'Union soviétique répond, et le monde tel qu'on le connaît s'arrête. Tout ça s'est joué dans un tube de métal rouillé à 100 mètres de profondeur entre des hommes épuisés qui croyaient déjà être en guerre. Un seul vote, une seule voix, le monde entier dans la balance. Saviez-vous que 3 hommes ont peut-être sauvé la moitié de l'Europe et que presque personne ne connaît leur nom? Quelques jours après l'explosion de Tchernobyl, de l'eau radioactive s'accumule sous le réacteur en feu. Les scientifiques calculent que si cette eau touche le cœur en fusion, l'explosion qui suivrait rendrait des centaines de milliers de kilomètres carrés inhabitables pour des générations. 3 ingénieurs soviétiques, Alexei Ananenko, Valery Bespalov et Boris Baranov, acceptent de plonger dans cette eau pour ouvrir les vannes manuellement. Ils connaissent les chiffres, ils y vont quand même. Ils survivent tous les 3. Et aujourd'hui encore, leur nom reste dans l'ombre. Saviez-vous que l'Union soviétique a envoyé des milliers de soldats sur le toit le plus radioactif du monde, armés d'une simple pelle? Les robots envoyés en premier ont grillé sous les radiations. Alors l'État a fait un calcul froid. Un homme pouvait résister exactement 45 secondes sur ce toit, pas une de plus. Chaque soldat montait, pelletait du graphite en fusion, puis redescendait, définitivement retiré du service. Des milliers d'hommes traités comme des pièces de machine, usés, remplacés, oubliés. Ce n'était pas un accident, c'était une décision bureaucratique sur le prix d'un corps humain. Savez-vous ce qui se trouve encore aujourd'hui sous le réacteur numéro 4 de Tchernobyl? On l'appelle le pied d'éléphant. C'est une masse de combustible nucléaire fondu, de béton et de métal, formée dans les heures qui ont suivi l'explosion de 1986. En 1986, s'en approcher 30 secondes suffisait pour mourir. Pourtant, des scientifiques ont rampé jusqu'à elle, année après année, pour la photographier. Leur cliché montre sa lente dégradation. Et sur certaines photos, on voit aussi les effets des radiations sur ceux qui les ont pris. Elle est toujours là, en ce moment même. Elle attend. Tu savais qu'un lac peut tuer presque 2000 personnes en une seule nuit, sans bruit, sans flamme, sans la moindre alerte? Le 21 août 1986, le lac Nyos au Cameroun a libéré un nuage invisible de dioxyde de carbone. Ce gaz s'était accumulé pendant des années dans les profondeurs du lac sous une pression énorme. Puis il a tout relâché d'un coup. Le nuage était plus lourd que l'air. Il n'est pas monté vers le ciel. Il a rampé le long des vallées, silencieux, comme une marée invisible. Les gens dormaient.
Ils ne se sont jamais réveillés. Des survivants ont décrit une odeur étrange, comme des œufs pourris. Ils ont vu leurs voisins allongés dans la rue, des oiseaux tombés des arbres, des vaches mortes debout. Près de 1800 personnes ont disparu cette nuit-là. Des villages entiers, effacés. Pas de panique, pas de cris, juste le silence. Un beau lac de montagne venait de devenir l'une des armes les plus meurtrières de l'histoire naturelle. Et presque personne ne le sait.